On s'intéresse dans cette vidéo à une résolution d'une équation dérivée partielle de cette forme-là. Et donc on cherche des solutions de classe C1 sur R2 et on vous demande de la résoudre à l'aide d'un changement de variable affine. Mais vous remarquerez que ici, contrairement à d'autres exos, les valeurs de A, B, C et D ne vous sont pas données. Donc ce qu'on va faire ici, donc on va prendre une fonction de classe C1 sur R2, on va poser ce changement de variable là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc d'abord, on va choisir ABCD dans R4 tel que AD moins BC différent de 0. Donc pourquoi AD moins BC différent de 0? Parce que écrit matriciellement, le changement de variable est celui-ci. Et moi, je veux que ce changement de variable soit bijectif, donc je veux que cette matrice-là soit inversible. Donc son déterminant soit non nul, c'est-à-dire AD moins BC soit différent de 0. Et maintenant, comme j'ai posé AD moins BC différent de 0, je peux m'intéresser à cette fonction-là qui a xy dans R2 associé à x plus by, cx plus dy. Cette fonction va être bijective de R2 sur R2. Donc ça va être mon changement de variable. Donc du coup, je donne la valeur de h-1, donc par inversion de la matrice de 2. Donc c'est 1 sur AD-BC fois cette quantité-là. Et je remarque que h et h-1 sont deux fonctions de classe C1 de R2 dans R2. Pourquoi? Parce que les applications coordonnées sont de classe C1. Alors une petite remarque, ici l'expression de h-1 n'est pas vraiment utile, elle ne nous servira à rien dans la suite, vous verrez. En fait, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir h-1 de classe C1. Donc c'est vrai que donner son expression, c'est pratique pour voir qu'elle est bien de classe C1, mais on aurait pu se contenter de voir que h-1 c'était une application linéaire, et à partir du moment où elle était linéaire, elle allait être de classe C1, parce que chacune de ces applications coordonnées allait être polynomiale. Donc on n'avait pas vraiment besoin de l'expression de h-1 explicite, mais bon, finalement, ça ne nous complique pas trop la vie. Donc du coup, je vais regarder mon schéma comme d'habitude. Donc j'ai ma fonction f qui a xy associée f de xy, ma fonction h qui a xy associe h de xy, qui est bijective. Donc encore une fois, vous pouvez vous rajouter ici la flèche dans l'autre sens. Donc j'ai ma fonction h-1 qui va aller de R2 dans R2 et qui a uv associé h-1 de uv. Et du coup, l'existence de cette fonction h-1 va me permettre de poser ma fonction g ici, qui va de là à là, donc qui est égale, on va composer h-1 par f, donc c'est égal à f rond h-1. Et je vais avoir l'écriture comme ça, f égale g rond h. Donc cette fois-ci, en passant f, je peux faire h que je compose ensuite avec g. Donc du coup, ma fonction g ici, on voit qu'elle est classe C1 parce qu'elle s'écrit sous la forme f rond h-1. Donc f et h-1 sont les fonctions de classe C1. Donc tout va bien. Et remarquez bien encore une fois ici qu'il est important, voire plutôt même essentiel, d'avoir mon h-1. Parce que si j'ai pas le h-1, c'est-à-dire si h n'est pas bijective, je ne peux pas définir ma fonction g comme ça. Et donc je ne pourrai pas savoir si g est bien de classe C1. Et vous remarquerez que pour la règle de la chaîne derrière, qui me permet de calculer la dérivée de f en observant des dérivées de g, j'ai besoin d'avoir g de classe C1. Et donc du coup, ici, je dis que g est de classe C1 sur R2, parce que bon, on l'a démontré au-dessus. H qui a xy associé à x plus by, cx plus dy est de classe C1 sur R2, parce que chacune de ces fonctions coordonnées l'est. Elle est à valeur dans R2. Et donc du coup, je peux appliquer ma règle de ma chaîne, qui va me dire que f qui vaut g rond h va être de classe C1 sur R2, mais on le savait déjà, parce que je vous rappelle qu'on a pris f, une fonction de classe C1 sur R2. Et pour tout xy appartenant à R2, j'ai mes calculs de dérivée ici qui apparaissent, et qui me disent que d rond f sur d rond x, ben, comment est-ce qu'on l'obtient? Avec cette écriture-là, on prend la première dérivée de g, la dérivée par rapport à la première variable de g, fois la dérivée de la première coordonnée de h par rapport à x, plus la dérivée de g par rapport à la deuxième variable, fois la dérivée de la deuxième coordonnée de h par rapport à x, et on obtient comme ça a d rond 1g plus c d rond 2g. Pareil pour la dérivée par rapport à y, sauf que cette fois-ci on va dériver à chaque fois la première coordonnée de h par rapport à y, puis la deuxième coordonnée de h par rapport à y, et on obtient b d rond 1g plus c d rond 2g. Donc du coup, quand on regarde la quantité qu'on voulait évaluer, c'est-à-dire 2df sur dx moins df sur dy, en remplaçant par ce qu'on a trouvé ici, donc df sur dx par ça et df sur dy par ça, on obtient que 2df sur dx moins df sur dy, ça fait en fait 2a moins b d rond 1g, plus 2c moins d d rond 2g, bien sûr la dérivée de g étant évaluée en h de xy. Donc notre idée ici, ça va être de choisir a et b pour faire en sorte qu'une des deux dérivées s'annule, celle que l'on souhaite.
Peu importe. Donc là, j'ai par exemple choisi de m'arranger pour avoir cette dérivée-là d rond 1g qui disparaît. Donc pour ça, j'ai pris a égale 1, b égale 2. Et je vous rappelle qu'on doit aussi avoir, pour que le point précédent soit valable, on doit avoir AD moins BC différent de 0. Donc c'est pour ça que j'ai pris le vecteur CD égale 1, 1, de manière à ce qu'il ne soit pas collinéaire au vecteur AB, qui est 1, 2. Et comme ça, je suis sûr que ma matrice sera inversible. Donc là, après, au niveau de la justification, le plus simple, c'est quand même de calculer AD moins BC, qui vaut moins 1, qui est différent de 0. Donc on peut appliquer le point précédent. Et du coup, on obtient que f est solution de E si et seulement si elle vérifie l'équation sur R2. Je vais appliquer le calcul que j'ai fait ici, donc ça revient à dire que 2a moins b d rond 1g plus 2c moins d d rond 2g en h de xy égale 0. Vu les valeurs que j'ai pris pour a et b, il me reste juste d rond 2g de h de xy égale 0. Et là, je vais appliquer mon changement de variable, donc je vais poser uv égale h de xy. Ma fonction h est surjective, ça veut dire que mes valeurs de uv, uv va prendre toutes les valeurs possibles dans R2. Et j'obtiens que pour tout UV d'un R2, d rond 2G de UV égale 0. Et cette équation-là, c'est une équation dérivée partielle qui est relativement simple, que je vais pouvoir intégrer facilement. Donc j'intègre par rapport à la deuxième variable de G, donc par rapport à V. Et j'obtiens que G de UV, c'est une fonction, donc la primitive de 0, c'est une constante. C'est une constante par rapport à V, donc une fonction dépendante de U. Donc elle est classe C1, donc on peut le justifier de manière un peu plus longue, comme on avait vu dans un autre exercice, avant, mais bon, elle va être de classe C1. Et du coup, quand je repasse à f, j'obtiens que f de xy, c'est g de h de xy. Ce g de h de xy, ça va être g de ax plus by, cx plus dy. Et donc, je remplace u par x plus by, v par cx plus dy. Et j'obtiens finalement que c'est un c de ax plus by, c'est-à-dire un c de x plus 2y. Donc finalement, l'ensemble des solutions de E sur R2, ça va être l'ensemble des fonctions qui a x, y, associées c de x plus 2y, ou c classé 1 sur R à valeur dans R. Alors, ce troisième point ici que j'ai choisi de rédiger par équivalence, on peut le rédiger par analyse synthèse, ce qui permettra d'un peu mieux justifier le passage de là à là, au passage, donc c'est plutôt mieux, mais c'est relativement long, et encore une fois, quand on fait un changement de variable ici, on peut estimer que ce point-là, on peut le passer assez rapidement, mais il faut être capable de justifier si on vous le demande. Deuxième chose, on peut se poser la question de se dire, bah, tiens, on a choisi a égale 1, b égale 2, c égale 1, d égale 1, et si on avait fait autrement? Eh ben, vous pouvez essayer, d'ailleurs, c'est un bon exercice, de prendre d'autres valeurs pour a, b, c, d, de manière à ce que, bien sûr, une des deux dérivées partielles s'annule quand même, et vous allez voir qu'on va aboutir aux mêmes solutions. Alors éventuellement, suivant les choix que vous allez faire, on pourrait obtenir une écriture de cette forme-là. Par exemple, au lieu d'avoir c de x plus 2y, on pourrait avoir c de 2x plus 4y. Mais si on a cette écriture-là, on remarque que 2x plus 4y, c'est 2 fois x plus 2y. Et en fait, mon c de 2x plus 4y, ça va être un d de x plus 2y, où d, c'est une fonction qui est à t associe c de 2t. Et ma fonction d, on voit qu'elle va être de classe C1 sur R, si et seulement si c'est l'est. Et donc vous voyez que si vous avez écrit ça comme ça, vous pouvez l'écrire sous la forme d de x plus 2y, où d est classe C1, et on retombe sur l'ensemble des solutions qu'on avait données là.